Bonjour à tous, Russell Chaban pour l'association de neuroanesthésie et réanimation de langue française. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce podcast le professeur David Courret, qui est PUPH d'anesthésie et réanimation médecine périopératoire au CHU Sud Réunion dans le service de neuroréanimation, qui travaille également en recherche clinique et fondamentale dans une équipe INSERM qui s'appelle D3 sur l'athérothrombose avec un focus sur le stroke, qu'il soit ischémique ou hémorragique, et qui va nous parler de la classification clinique et radiologique de la sévérité des HSA anévrismales, sur la base d'un article qu'il a écrit, dont il est le premier auteur dans la revue européenne Radiology. Donc, bonjour David, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci Russell, c'est un plaisir. Alors, est-ce que d'abord tu peux peut-être présenter un petit peu la question de cette évaluation de la sévérité et la gradation des HSA anévrismales sur les échelles à la fois cliniques et radiologiques dont on dispose? Oui, alors encore merci à la Marthe de m'avoir invité. On parle effectivement de l'hémorragie méningée par rupture d'anévrisme. Dans le travail et dans les échelles que je vais vous présenter, on ne va pas s'intéresser aux autres causes d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Et effectivement, toute la question qu'on a à la prise en charge de ces patients, c'est quelle gravité ils ont, où on va les hospitaliser pour les surveiller. Et donc, parmi les critères qu'on a pour essayer d'évaluer cette gravité à la phase initiale, on a des échelles qui sont des échelles cliniques, on va en parler un peu plus tard, et des échelles scanographiques. Donc, le cœur du travail qu'on a réalisé, c'était d'essayer de mettre à plat un peu toutes les échelles scanographiques qui étaient utilisées dans la littérature et d'essayer de les comparer les unes avec les autres pour voir un petit peu quelles étaient celles qui étaient le plus corrélées à l'ischémie secondaire retardée, qui est la complication, une des complications importantes de l'hémorragie méningée et le pronostic neurologique tout simplement. On a regardé un peu toutes les échelles qui étaient présentées dans la littérature. La première échelle, qui est la plus ancienne, c'est l'échelle de Fisher. Donc, ça, c'est l'échelle que tout le monde connaît, que les radiologues maîtrisent très bien. Et donc, cette échelle, c'est sur le scanner initial. Alors, effectivement, avant de parler de ça, très rapidement, il y a une notion qu'on n'a pas, que nous, on n'avait pas non plus et qui est assez difficile à retrouver, c'est quand est-ce que ces échelles sont les plus pertinentes, sur quel scanner, à quelle temporalité après l'ictus. Est-ce que c'est dans les premières heures? Est-ce que c'est un peu plus tard? Est-ce que c'est parce que on a l'expérience d'image qui se modifie au cours du temps, ne serait-ce que par le positionnement des patients. Et c'est vrai que dans la littérature, on voit toujours le scanner initial. Donc nous, on a fait un peu la même chose. On a pris les scanners d'entrée des patients, ceux qui arrivaient à l'hôpital après leur hémorragie méningée. Effectivement, on peut imaginer que ceux qui ont les grades les plus élevés, bah, c'est ceux qui sont arrivés directement à l'hôpital avec un scanner plutôt précoce, et ceux qui ont un grade clinique un peu moins élevé, bah, potentiellement vont avoir un scanner peut-être un peu plus tardif, ne serait-ce que ils ont eu mal à la tête il y a quelques jours et donc ils se présentent un peu plus tard. Donc ça, cette notion, effectivement, je ne l'ai pas. C'est une étude de la vraie vie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait à étudier. En tout cas, c'est quand même rarement écrit dans les différents papiers. Donc, on a le scanner initial. L'échelle de Fisher, la première échelle la plus ancienne, je crois que l'étude, c'est 1980 ou 1985, 1980, je crois. Et donc, c'est une étude qui est assez simple, hein. Donc, le grade 1, c'est pas de sang qui est détecté. Le grade 2, c'est une couche de sang diffuse avec une hauteur de moins de 1 millimètre. Le grade 3, c'est un caillot qui est localisé ou une couche verticale supérieure à 1 millimètre. Donc, c'est une hémorragie méningée dite épaisse. Et toute la problématique de cette échelle, qui est encore assez méconnue, c'est que le grade 4, eh ben, c'est pas le grade le plus élevé finalement, parce que le grade le plus élevé en complications, c'est le grade 3. Et le grade 4, c'est un caillot intracérébral ou intraventriculaire, donc peut-être un hématome, une hémorragie cérébroméningée ou une hémorragie intraventriculaire, mais qui est associée
avec ou sans hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse. Donc, cette notion est importante parce que eh ben, quand on regarde dans le papier, on s'aperçoit que ben, dans les patients qui avaient le grade 4, donc il y en a 5, eh ben, en fait, il n'y en a aucun qui avait un signe clinique de vasospasme et il n'y en a que 2 qui ont eu un vasospasme très léger. Et sinon, bah, les autres n'ont pas eu du tout de vasospasme. Donc, on sait, quand on reçoit ces patients, que cette classification de Fischer, eh ben, elle n'est pas graduelle, quoi. De 1 à 3, ça va, mais le grade 4, c'est pas le grade le plus important parce qu'il peut y avoir pas beaucoup de sang, voire même pas d'hémorragie méningée et juste une hémorragie intraventriculaire. Donc, c'est pourquoi une échelle a été réalisée, c'est l'échelle modifiée de Fischer, plus récente, qui là prend en compte cette gradation du risque d'ischémie secondaire retardée, parce qu'on parle bien de ça, hein. En plus, on a de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, en plus, on a de risque d'avoir une ischémie secondaire retardée alors, par le biais du vasospasme, mais ce n'est pas uniquement ça. Et donc, dans la classification de Fischer modifiée, on a le premier grade qui est une hémorragie méningée fine, sans hémorragie, sans contamination ventriculaire. Le grade 2, c'est fine, mais avec une contamination ventriculaire. Le grade 3, c'est une hémorragie méningée épaisse, sans contamination ventriculaire. Et le 4, eh ben, c'est épaisse, avec cette fois-ci une contamination ventriculaire. Donc on a le Fischer modifié. Donc actuellement, il est plutôt recommandé d'utiliser le Fischer modifié qui a plus d'impact, qui a plus de pertinence clinique pour nous, neuroréanimateurs, qui prenons en charge ces malades, parce qu'il y a plus d'impact sur le devenir et ça a été démontré dans plusieurs études. Enfin, une autre étude qui s'intéresse justement à cette quantification des espaces du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, c'est la classification IJDRA. Alors, la classification IJDRA, elle est composée de deux ranges de valeurs. Un premier range qui est de 0 à 30, qui est la classification en fait de toutes les régions où il peut y avoir du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc, ça comprend la citerne quadrigéminale, les 2 citernes ambiantes autour du tronc cérébral, les 2 citernes supracellaires, les 2 fissures sylviennes de chaque côté en basale, les fissures sylviennes latérales de chaque côté et la fissure interhémisphérique frontale. Et donc, on a comme ça 10 espaces à quantifier de 0 à 1. Donc, 0, il n'y en a pas. Et jusqu'à 3, une épaisseur de plus de 3 mm, ou alors le côté qui dilate l'espace habituel. Et donc, on a de 0 à 3 comme ça, une gradation qui se fait, et donc un score qui est de 0 à 30. Euh, Ensuite, quand on calcule le score IJDRA, il y a un deuxième calcul à faire, c'est le score IJDRA intraventriculaire. Et donc là, on a les 4 ventricules avec pareil, un score qui va de 0 à 3. En fait, le 3, c'est quand on a tout l'espace qui est complètement rempli. Le 2, c'est quand c'est pas complètement rempli, et le 1, c'est quand c'est vraiment très minime. Et donc, on peut calculer comme ça le score IJDRA intraventriculaire qui va de 0 à 12. Et donc, ça nous fait un score total qui peut aller jusqu'à 42. C'est un peu intuitif, on a l'impression, nous on avait l'impression, et c'est ce qu'on a montré dans l'étude, on en parlera sûrement après, mais que le fait d'être un peu plus dans le détail et d'aller chercher un peu tous les endroits où il pouvait y avoir du sang, eh ben, ça permettait d'avoir une quantification plus fine et donc potentiellement un meilleur rationnel et une meilleure corrélation avec l'ischémie secondaire retardée que l'on craint. Donc ça, c'était les 3 premières échelles, les principales. Après, il y en a 2 encore au niveau subarachnoïdien qui sont cités dans la littérature. Le score de Classen, mais qui est exactement le score de Fischer modifié, qui est pareil et qui est qu'une validation. Le score de Fischer modifié est une validation du Classen. Et le score BNI, qui est un score qui va de 1 à 5, donc pas d'hémorragie méningée visible,
une hémorragie méningée globale inférieure à 5 mm. Et puis on monte de 5 à 10, de 10 à 15 et supérieur à 15 mm. Donc quand on compte tout au niveau des espaces. Donc ces scores-là sont en substentoriel, je dirais, en subarachnoïdien. Et on a après utilisé aussi des échelles qui sont utilisées dans la littérature, qui sont des échelles de quantification du système ventriculaire qui, elles, sont effectivement un peu plus corrélées au risque de développer une hydrocéphalie. Et donc, il y a le score de Grab, qui est un score qui va jusqu'à 12, qui permet de regarder la quantification de sang qu'on a à l'intérieur des quatre ventricules. On a le score IVH, qui est un score qui peut aller jusqu'à maximum euh, 12 aussi, non, non, 10, et qui a une petite quantification qui permet d'avoir une petite quantification en millilitres de la quantité de sang qui est dans le système intraventriculaire. Et le dernier, c'est le score de Leroux, qui est également qui est un score qui va maximum sur 16, donc de 1 à 4 pour chaque ventricule, et qui permet d'avoir une idée, d'approcher la quantité de sang qui est dans les espaces ventriculaires, qui permet aussi d'essayer de corréler cette quantification de sang au risque d'hydrocéphalie. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a essayé d'évaluer donc ces 8 échelles sur et le score et le risque de déficit de d'ischémie secondaire retardée, le pronostic neurologique à 3 mois et la mortalité, ainsi que le risque d'hydrocéphalie. Voilà pour les scores radiologiques. Merci David pour cette présentation très claire. Donc effectivement, ces scores donc, cherchent à approcher le pronostic qui soit à la fois hydrocéphalie, ischémie retardée et sa corrélation au pronostic fonctionnel. Mais c'est vrai qu'on manquait de comparaison entre ces différents scores, lesquels sont les plus pertinents. Donc c'est ce que toi et ton équipe vous êtes attachés à faire dans cet article. Donc si tu veux présenter votre travail. Alors, voilà, donc on a travaillé donc, sur cette thématique-là. Donc, on a pris des patients qui étaient admis chez nous dans un contexte d'hémorragie méningée, donc en neuroréanimation. Donc, on est parti de 371 cas pour au final avoir pour le critère de jugement qui était l'outcome 230 patients. Et pour le critère d'ischémie secondaire retardée, donc on a retiré tous les patients qui étaient morts avant 7 jours. On a 200 patients qui ont pu rentrer dans l'analyse de l'ischémie secondaire retardée. Avec sur ces 200 patients, on a eu 78 patients qui ont malheureusement eu cette ischémie secondaire retardée. Donc, les patients qu'on avait, c'est des patients de neuroréanimation. Donc, on a des patients avec un Glasgow médian à 13, un SAPS-2 à 34. On a 47% qui avaient un grade élevé clinique, un WFNS, je vais en parler juste après, qui était au-delà de 3. C'était essentiellement des anévrismes de la circulation antérieure pour 81% des cas. On a quand même, il faut le signaler parce que c'est une cohorte qui allait de 2013 à 2016, après les recommandations de 2012 et avant les dernières recommandations les plus récentes, on avait encore 29% de clips chirurgicales. Donc on n'a pas eu que des embolisations, donc c'est vraiment une population qui représente la population qu'on a dans les réanimations. Une mortalité qui reste non négligeable à 25%, et avec un handicap, avec un GOS-E à 7 en moyenne. Rapidement, le score utilisé clinique, c'était le WFNS. C'est un score clinique qui est utilisé majoritairement en France, que tout le monde connaît, avec la particularité de grader les patients. Donc ça, c'est ce qui est corrélé à l'outcome neurologique. Donc, tant qu'on n'a pas trop de problèmes de conscience, on est dans les petits grades, 1 à 2. Et dès qu'on a un déficit qui apparaît, donc à partir du grade 3, c'est quand on a un score de Glasgow entre 14 et 13, mais avec un déficit moteur,
qui fait craindre l'apparition d'un hématome, quoi, d'un hématome parenchymateux, parce que normalement l'hémorragie méningée, c'est dans les espaces sous-arachnoïdiens, et dès que là on a un déficit focal qui apparaît, ben, on craint l'hématome, donc c'est pour ça qu'on rentre dans les grades élevés. Et après, dès qu'on commence à avoir des problèmes de conscience, ben, on a les grades 4 et 5 pour les Glasgow inférieurs à 6. Donc nous, on avait 47% de patients qui avaient un grade supérieur à 3. Et un des autres scores, mais qui est utilisé beaucoup plus dans le reste du monde, c'est le score de 1 TS, avec le score 0 qui représente l'anévrisme non rompu, jusqu'à le grade 5 qui est un coma profond avec décérébration. Donc, on a utilisé ce score-là pour classifier les malades en termes de gravité et on a évalué les différentes échelles et on a regardé un petit peu les valeurs diagnostiques de ces différentes échelles, de ces différentes données qu'on avait recueillies pour les malades, pour essayer de voir quelles étaient les plus représentatives de développer, de risque de développer ben, soit une ischémie secondaire retardée. Donc là, on a eu les courbes ROC. La meilleure courbe ROC qu'on ait, c'est sur un score IJDRA supérieur ou égal à 20 pour avoir un risque d'ischémie secondaire retardée. Le SAPS-2, c'était le score supérieur à 33 qui était le mieux corrélé à l'évolution neurologique des patients. Et pour le score, le risque de développer une hydrocéphalie, c'était le score IVH, avec un score supérieur ou égal à 8 qui était corrélé de façon significative sur le risque de développer une hydrocéphalie. Quand on s'intéressait au risque plus spécifique de développer une ischémie secondaire retardée, on voit que ce cutoff de score IJDRA supérieur ou égal à 20, eh ben, en fait, il marche que ce soit dans la totalité des patients ou si on dichotomise en sous-groupe les patients en grade léger, entre guillemets, les grades 1 et 2 et les grades plus graves, donc supérieurs à 3, entre 3 et 5. Et on voit que le fait d'avoir un score IJDRA supérieur ou égal à 20, eh ben, même quand on a un grade clinique qui est bas, eh ben, on a un taux qui est important d'ischémie secondaire retardée de façon significative. Et ce, encore plus dans les critères élevés, mais un des éléments de l'étude, c'était de dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme outil de triage de ces patients pour leur donner la meilleure unité d'hospitalisation, parce que bah, comme dans tous les hôpitaux, on a des ressources qui sont limitées, on aimerait prendre tous les malades, et bah, peut-être que les patients qui ont un grade léger avec un score IJDRA bas, eh ben, le risque d'ischémie secondaire retardée est un petit peu plus faible. Donc peut-être que ces malades, on pourrait bah, accepter soit un soin intensif neuro, peut-être pas forcément une neuroréanimation, mais que ceux qui ont un grade quand même clinique élevé avec un score IJDRA supérieur ou égal à 20, on verra un peu plus tard comment on les calcule, ben, eux nécessiteraient potentiellement une hospitalisation en neuroréa parce qu'ils ont un gros risque de faire une ischémie secondaire retardée. Donc, quand on fait les analyses multivariées, seul le score IJDRA ressort de façon positive sur le risque d'ischémie secondaire retardée. Et c'est ce qui va avec bah, d'autres papiers qui étaient sur le score IJDRA. Donc, on a quand même l'impression que quand on s'intéresse vraiment à cette complication de l'hémorragie méningée que l'on craint tous, le score IJDRA semble avoir vraiment une utilité et permet de dichotomiser les malades de façon un peu plus pertinente que le Fisher ou le Fisher modifié. Dans l'étude, nous avons mis une illustration d'un patient pour montrer comment on calculait ce score IJDRA et tous les autres scores scanographiques. Donc, voilà, on en reparlera, mais les conclusions de notre étude, c'est de dire que finalement, sur toutes les échelles scanographiques qui existent, ben, probablement le score IJDRA peut être un peu plus compliqué à faire, bien que en pratique, on s'est aperçu que ça prenait évidemment un peu plus de temps que le Fisher, mais pas tant que ça avait une très bonne corrélation interobservateur et surtout, on a continué à travailler dessus pour essayer de publier un article voilà, qui est sorti ce mois, quoi, le mois dernier sur de la quantification automatique pour essayer de montrer qu'avec l'intelligence artificielle, on pouvait essayer d'approcher
le score RICHDRA avec une quantification automatique de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens pour essayer d'automatiser un peu ce score, permettre de gagner du temps pour les cliniciens et les radiologues et avoir toujours ce score-là qui est le plus pertinent, à mon sens, pour le risque d'ischémie secondaire retardée pour nos patients. Merci beaucoup, David. Du coup, tu veux peut-être préciser la définition que vous avez utilisée de d'ischémie retardée. Et c'est vrai que tu parles plus trop de spasme. Alors, c'est un peu la tendance hein, de se focaliser plutôt sur ces épisodes ischémiques qui sont très bien corrélés au pronostic fonctionnel à distance et un peu moins sur la notion de spasme qui est finalement un peu plus floue, en sachant qu'il y a des événements ischémiques qui peuvent survenir sans spasme macrocirculatoire. Mais voilà, quelle était la définition que vous avez utilisée exactement pour l'ischémie retardée? On, on a utilisé la définition la plus récente qui concerne la clinique, donc une dégradation de 2 points de Glasgow 2 heures d'affilée. Et après, on avait les suspicions au Doppler avec une accélération au Doppler significative. Mais c'était essentiellement basé sur la clinique avec la dégradation du Glasgow, l'apparition d'un déficit focal. Effectivement, moins focus sur le vasospasme, parce que comme tu le dis, on sait bien que c'est pas l'unique cause de ces ischémies secondaires retardées. Et donc, on est resté vraiment sur le côté clinique, avec l'aide évidemment du Doppler, avec une prise en charge qui était celle des recommandations qui étaient en vigueur à ce moment-là, avec la réalisation d'artériographie, la mise en place de voilà, le pneumotope qu'ils avaient, le contrôle tensionnel, essayer de valider le volémie et d'aller à l'artériographie pour pouvoir faire soit une angioplastie mécanique, soit chimique. Et il y avait aussi, je crois, une évaluation des infarctus cérébraux à distance, non liés à la procédure, donc qui était le reflet, une espèce de surrogate outcome de ces ischémies, et après une corrélation bonne avec le pronostic, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, merci, merci beaucoup. Donc, effectivement, un essai particulièrement important. Peut-être qu'on pourrait conseiller d'utiliser à la fois le ficheur modifié qu'on retrouve systématiquement, et puis de s'approprier ce score de IJDRA, qui, somme toute, est quand même relativement simple à faire. Et puis, en plus, si, comme tu l'as évoqué, on a la chance de bénéficier d'outils de détection automatique et de classification automatique sur lesquels vous travaillez parallèlement, ça permettrait voilà, d'avoir quelque chose de pragmatique pour évaluer ce score qui ben, va être d'une grande aide, effectivement, quand on est sur des questions de triage ou de sortie de patients des unités de soins critiques vers des unités de densité de soins un petit peu plus faibles pour ben, serrer un petit peu mieux les patients particulièrement à risque de complications de type ischémique. Donc, merci beaucoup. Et parallèlement, donc, ce podcast, on fait un enregistrement de diapos. Et donc, David, tu vas enchaîner sur un exemple de cotation de ce score IJDRA que vous pourrez voir sur notre chaîne YouTube. Là, il y aura tout le podcast avec les diapos de David. Donc, je te laisse continuer. Voilà, donc on va voir le cas d'un patient. Donc je rappelle un peu ce que j'ai dit un peu plus rapidement tout à l'heure. Donc on a 10 espaces sous-arachnoïdiens qui doivent être cotés de 0 à 3. Donc 0, pas de sang. 1, petite quantité de sang. 2, modérément rempli. Et 3, c'est complètement rempli. Ou alors un caillot qui aurait augmenté la taille habituelle, comme on voit dans le caillotage du quatrième ventricule par exemple, avec la petite subtilité d'utiliser le score moyen pour les citernes ou les fissures quand on les voit pas bien. Ça, c'est pour les scores sous-arachnoïdiens. Et donc, ces scores-là doivent être faits donc, au niveau de la citerne quadrigéminale, des 2 citernes ambiantes autour du tronc cérébral, des 2 citernes supracellaires, de la fissure sylvienne en basale et de la fissure sylvienne latérale des deux côtés, et ainsi que de la fissure interfrontale, interhémisphérique.
Ensuite, pour les ventricules, donc c'est de 0 à 12, il y a les 4 ventricules, 0 pas de sang, 1 sédiment dans la partie postérieure, 2 partiellement remplis, 3 complètement remplis. Donc je vous ai mis là sur la diapo, donc la diapo qui est dans l'article où on a fait une cotation sur les différentes échelles, donc les 8 échelles sur un patient. Et là, je vais vous montrer donc une cotation sur une patiente qui a été hospitalisée dans notre service récemment. Et donc, quand on regarde au niveau tout d'abord de la citerne quadrigéminale, on voit qu'il n'y a pas de sang, donc on peut coter à 0. Dans la citerne ambiante à droite, on voit qu'il y a une grosse épaisseur de sang qui est importante, donc on cote à 3. De l'autre côté, un peu moins importante, donc on peut coter à 2. Donc autour du tronc, là, au niveau de la citerne quadrigéminale et des deux citernes ambiantes, on est déjà à 5. Pour les deux citernes supracellaires, on voit que c'est même bien dilaté sur l'image, donc on est à 3 de chaque côté. Au niveau de la fissure sylvienne basale des deux côtés, on est à 3, c'est dilaté. Interhémisphérique, c'est rempli, mais pas complètement dilaté, donc à 2. Et quand on monte un petit peu plus au niveau des fissures sylviennes latérales, on voit que ben, à gauche, c'est très dilaté. Et à droite, ça l'est un peu moins. En l'occurrence, c'est un anévrisme de la terminaison carotidenne gauche. Donc, ça va un petit peu avec le tableau. Ça remontait bien, bien haut au niveau du territoire sylvien du côté gauche. Donc, on a un score global d'Hydra subarachnoïde, entre guillemets, qui est à 24 sur 30, donc une hémorragie méningée qu'on voit bien sévère, avec une contamination ventriculaire, avec, quand on voit le quatrième ventricule, il n'est pas complètement rempli, on voit encore un peu de liseré noir autour, donc on est plutôt à 2 sur 3. Le troisième ventricule, vraiment, on a un petit remplissage, et quand on passe un peu plus haut, on ne le voit plus. Donc là, c'était la coupe où on le voyait le mieux, on est à 1 sur 3. Et dans les ventricules latéraux, ben, on est à 0. Et donc, on est sur un score ventriculaire à 3. Et donc, ce qui nous fait un score total IJDRA à 27 sur 42. Donc, on est au-delà du score qu'on avait dans l'étude. Et donc, on voit que c'est une patiente qui, potentiellement, quelque part, peu importe son score WFNS, a au risque de développer une ischémie secondaire retardée. Et bon, c'était pas forcément fait exprès, mais bon, pour la petite histoire, elle a développé évidemment une ischémie secondaire retardée qu'on a dû traiter avec une artériographie. Et donc voilà. Donc ça, c'était un exemple sur une grosse hémorragie méningée. Et quand on a utilisé ce score dans l'étude, on a vu que ben, effectivement, il y a une petite période d'apprentissage, mais que ça se fait après relativement vite. Évidemment, c'est un peu plus contraignant qu'un Fisher qui est fait un peu rapidement. Mais je ne sais pas ce que vous avez dans vos hôpitaux, mais on a encore beaucoup de mal à faire passer les radiologues aux ficheurs modifiés. Et donc, on a souvent une interprétation qui est pas comme on l'attend, pas pertinente. On a vu que le ficheur classique, le score de 4, c'était pas grave, quoi. Au final, ils n'ont pas beaucoup d'ischémie secondaire retardée. Merci beaucoup, David, pour cette présentation très didactique et puis pour ces messages importants. Félicitations pour l'article, qui est un élément important pour nous, pour l'utilisation clinique au chevet de ces patients. Félicitations aussi pour tout le travail que tu fais sur cette thématique notamment. C'est des éléments très importants et on est impatient de voir la suite. Donc, au nom de la NARF, j'en profite aussi pour vous inviter au congrès Euroneuro qui aura lieu du 25 au 27 juin 2025 à Paris. Vous pouvez regarder le site internet où le pré-programme est déjà en ligne et où il y aura des experts du monde entier avec des thématiques très intéressantes. Donc, je vous invite tous. Donc, merci beaucoup, David. Et Merci beaucoup, Russell. je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à tous.